Il est venu de Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis l'autre bout de la terre. Le chef papou Mundia Kupanga a pu transmettre aux élèves du collège Picasso à Bron l'importance de prendre soin de la nature. Depuis plus de 20 ans, le chef papou milite pour un traitement plus respectueux de l'environnement, notamment par ses interventions lors de la COP21 ou encore à l'UNESCO en 2022. Dans ma tribu, nous considérons que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître aussi avec eux. C'est pour cette raison que c'est important de partager ce message aux élèves, parce que traditionnellement, dans ma tribu, nous partageons ça de génération en génération avec nos enfants. Donc c'est important de le faire aussi en France. Les collégiens ont pu également visionner Frères des arbres, un documentaire récompensé qui retrace le parcours et la lutte de Mundia Kupanga pour sauvegarder les forêts de ses ancêtres. L'occasion aussi d'échanger sur sa culture et sur son combat. On voit que le chef papou est ultra investi dans la sauvegarde de sa forêt et c'est magnifique. On voit que vraiment il appartient à la forêt et donc quand il vient nous parler, il n'y a pas de personne qui pourrait nous parler de ça plus sincèrement que lui. Son passage à Bron s'est terminé par la plantation d'un olivier dans la cour de l'école et par un message aux jeunes élèves, prendre soin de ce nouvel occupant sans jamais l'oublier. L'Arizona, l'Asie ou encore la Bretagne. Cette année encore, le Lyon Street Food Festival va nous faire voyager. Pour sa 7e édition, il va s'installer pour la dernière fois au cœur des anciennes usines Fagerbrand. Ce sera du 15 au 18 juin prochain. 60 concerts et DJ sets sont également programmés et les organisateurs vous ont réservé quelques surprises. Écoutez Thomas Zimmerman au micro d'Adrien Blattery. On a un cuisinier que tout le monde connaît, qui est Philippe Etchebest. Cette année, on lui a pas demandé de tenir le tablier, mais on lui a demandé de tenir les instruments. Donc il va venir avec son groupe jouer le dimanche soir en clôture du festival, Chef and the Gang. À l'opposé, on a pris un DJ ultra connu, le fondateur d'NTM, Joe Star, et on lui a demandé de venir cuisiner. Et il va venir avec ses copains chefs du sud-ouest, un peu partout en France, et ils vont cuisiner des baos en musique sous forme de DJ. Ça sera le jeudi soir. Ça promet d'être une affiche assez exceptionnelle. À la météo. La météo avec les pompes à chaleur Aquarea de Panasonic. Des solutions durables pour votre confort et des économies d'énergie. Panasonic. Un temps calme en matinée attendu pour ce vendredi avec encore quelques belles périodes ensoleillées. Ce sera un petit peu plus nuageux sur l'est de la région. Les températures le matin, le mercure affichera 13 degrés dans les rues de Lyon, 14 degrés à Vienne et 15 degrés à Bourgoin-Jallieu. Dans le courant de l'après-midi, dans l'ensemble, le temps va se déstabiliser avec des orages qui arriveront en deuxième partie d'après-midi. Des orages qui pourront se montrer localement forts, donnant de la pluie, parfois de la grêle, avec jusqu'à 25 degrés dans les rues de Lyon. C'était la météo avec les pompes à chaleur Aquarea de Panasonic. Des solutions durables pour votre confort et des économies d'énergie. Panasonic. Reste avec nous. Bonsoir Lyon. On revient dans un instant. À tout de suite. Massif du Sancy, au cœur des volcans d'Auvergne. Vos vacances au naturel. La force du loup est dans la meute.
peut concurrencer la MAF. Protéger ma maison, c'est ma façon d'être. Plomberie, serrurerie, chauffage, votre assistance 24 heures sur 24. Profitez de l'ambiance estivale. On s'occupe des tenues qui rayonnent. Des styles élégants pour se sentir parfaitement à l'aise. Découvrez nos robes d'été à partir de 19,99 €. CA. Ce soir, Mia doit résilier sa box. Son courrier recommandé, elle le fait directement en ligne. Et ça, quand ça l'arrange. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 € de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Afflelou. Dispositif médical. Quand on rénove sa maison, on le fait d'abord pour soi. Mais quand on choisit des matériaux plus durables, qu'on cherche à isoler mieux, qu'on préfère réparer au lieu de racheter, ce qu'on fait chacun à notre niveau, ça profite à tout le monde. Parce qu'après tout, on vit tous sous le même toit. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Général d'Optique est fier de vous accompagner depuis 30 ans dans tous les moments de votre vie. Un soleil. Et là, c'est quoi? Passoire. Non, enfin, avoue que c'est toi qui lui as dit. Moi? C'est quand même pas une passoire thermique chez moi, non? Au Crédit Mutuel, nous proposons des solutions de financement adaptées à tous les budgets pour mieux isoler son logement. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. À la suite de Bonsoir Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va retrouver mon invité ce soir, Philippe Valentin, le président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, pour évoquer les commerçants, faire un état des lieux des commerçants lyonnais. Vous le savez, fortement impactés ces dernières semaines par les différentes manifestations à Lyon. Mais d'abord, bien sûr, l'essentiel de l'info de ce jeudi 4 mai, avec à la une de l'actualité, les forces de l'ordre qui n'ont pas traîné finalement 24 heures seulement après l'arrêté pris par la préfète pour interdire la présence des prostituées aux abords de Gerland. La Fourrière est venue enlever les camionnettes cet après-midi. Opération de police, une vingtaine de policiers de la DDSP sur place. Certaines sont parties d'elles-mêmes, d'autres ont été enlevées par la Fourrière, mais l'opération s'est passée dans le calme, selon la préfecture. Emmanuel Macron en visite à Lyon, ce sera ce lundi. Le chef de l'État va rendre hommage à Jean Moulin dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945. Il se rendra à la prison de Montluc avec notamment le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Et puis un chef papou en visite dans un collège de Bron aujourd'hui. Moundia Kepanga est venu présenter son film Frères des arbres à une centaine de collégiens. L'enjeu de cette visite, échanger avec eux sur la déforestation. Bonsoir Philippe Valentin. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Lundi encore, les commerçants lyonnais ont été la cible des casseurs lors de la manifestation du 1er mai. Des scènes qui se répètent malheureusement à chaque manifestation contre la réforme des retraites, avec, on a le sentiment, d'une escalade de la violence. Alors malheureusement, c'est pas un sentiment, c'est que on n'a jamais atteint un niveau de violence. Donc c'est une grande première dessus, en termes de dégradation, de violence, de mode opératoire des personnes qui n'ont rien à faire. C'est tout à fait légitime de défendre une cause, mais là on a atteint un niveau absolument détestable. C'est du jamais vu. Là, ce sont des casseurs, il faut utiliser les mots, ce ne sont pas des personnes qui viennent pour manifester, pour défendre une cause, effectivement, mais des personnes qui viennent pour détruire tout ce qui leur passe sous la main. Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les commerçants lyonnais? Alors, il faut resituer les commerçants, les gilets jaunes, la Covid, l'Ukraine, le problème énergétique. Donc, il y a une usure, c'est
plus, il y a bien sûr des dégâts qui sont absolument colossales, et c'est surtout une mesure psychologique. Mettez-vous la place de cet affrontement, j'appelle ça une guérilla, j'assume complètement mes mots dessus. Et quand vous avez des voyous, voilà, le nom je l'assume aussi, hein, qui avant de finir leur méfait en disant on reviendra la prochaine fois pour finir le travail, imaginez les salariés, les dirigeants, enfin les commerçants, voilà, c'est inacceptable. D'ailleurs, on en a rencontré certains qui nous parlent hors caméra, bien sûr, qui nous disent, qui ont vécu ces manifestations et qui nous disent aujourd'hui avoir besoin d'une aide psychologique. Ils sont nombreux dans ce cas aujourd'hui ? Tout à fait, oui. On a fait la collecte des informations pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc moi, je suis dans une situation hyper pragmatique. Donc c'est comment les accompagner. Et telle enseigne, c'est qu'on a créé une task force avec un numéro unique. Donc ce qui est bien, c'est que dans le territoire, on a l'intelligence de travailler de façon collective. Mais là, on va le prouver, le démontrer, et associer la métropole, la ville, la CMA, la CPME, le MEDEF, et de façon hyper pragmatique, c'est-à-dire qu'on collecte les informations et on route pour remplir une déclaration d'assurance, pour essayer d'avoir des dérogations en termes de travaux, pour que ça soit en express, pour refaire les vitrines, et tout ce qui pourrait être utile et les bonnes volontés, voilà, de ce qu'on avait vécu à l'époque de la Covid. Voilà, donc c'est mode guerre aussi pour nous, hein, parce que c'est absolument inacceptable. Et l'état psychologique des commerçants, il faut se resituer, c'est que vous avez des salariés qui n'osent plus revenir sur le lieu de travail parce que c'est angoissant. Donc voilà, c'est inédit. Il y a cette usure psychologique. Évidemment, vous avez évoqué cette succession de crises également qu'il faut subir. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que cette casse lors des manifestations depuis plusieurs semaines représente en termes de coûts pour les commerçants ? Alors, sur des focus, voilà, sur lundi, le 1er mai, c'est 46 magasins qui ont été saccagés de façon significative. Pour vous donner de façon très imagée, vous avez par exemple Carrefour City, ça représente 600 000 euros de dégâts, donc ça a été vandalisé, ils ont mis le feu, ils ont volé, donc le magasin est complètement inopérant. Vous avez une quincaillerie Foussier aussi qui avait prévu de mettre des barricades sous forme de bois pour se protéger. Ils ont utilisé les bois pour mettre le feu. Voilà, donc c'est 40-60 000 euros, c'est énorme pour ces commerçants-là. Donc certains en plus s'accumulent puisque les parcours de manifestation sont parfois les mêmes et d'une semaine, 15 jours, d'une semaine à l'autre, des commerçants qui réparent voient de nouveau leur commerce aussi dégradé. Alors c'est pour ça que nous on va faire des lieux de communication mais très factuels, très pragmatiques pour le coup, où la préfète de région se propose d'expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et puis de trouver des solutions efficaces et rapides avec les commerçants. Justement, on le sait, vous l'avez dit tout à l'heure, manifester en France, c'est un droit. On ne peut pas l'interdire. Mais la présence d'individus qui viennent simplement pour casser à chaque fois pose problème. Comment anticiper justement ces manifestations ? Vous échangez avec la préfète du Rhône. Qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on ne vive plus ces scènes aujourd'hui ? Justement, il y a une manifestation potentiellement prévue le 6 juin. Donc c'est de revisiter un petit peu tout le processus, de communiquer pour voir comment on peut se préparer, parce qu'on ne pourra pas empêcher les manifestations. Et puis donc il y a plein d'éléments très factuels, très pragmatiques, qui permettent de protéger de façon simple. Et c'est de le faire savoir. Mettre des barrières en bois sur les vitrines. C'est de le faire savoir, les passages. Vous avez des modes de protection que les gens ne savent pas. Donc, on a des spécialistes là-dessus, en termes sur la police, sur la gendarmerie, etc., qu'on va mettre à disposition sur l'État dessus, pour dire voilà, si vous avez cette situation-là, voilà comment réagir. Ça n'évitera pas la casse, faut être réaliste, mais c'est au moins de la limiter et puis de ne pas atteindre cette violence extrême. Moi, j'ai vu tous les interlocuteurs, ils n'ont jamais connu ce niveau-là. Donc anticiper au maximum pour ne pas revivre ces scènes le 6 juin prochain. On le rappelle, date de la prochaine manifestation contre cette réforme des retraites annoncée par l'intersyndicale. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, après la manifestation du 1er mai, a demandé au gouvernement la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les commerçants. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, c'est un choix. Vous savez, il y a toutes les bonnes initiatives
sont dessus. Il y a des pour et des contre. Moi, je veux pas être dans ce débat-là dessus. Ce qu'il faut, nous, en termes sur la vision économique, c'est d'apporter des solutions pour protéger et puis aussi pour développer le commerçant, parce que en vérité, eux, c'est de faire du commerce, donc ils sont pas là pour se défendre, pour assumer une guerre hyper violente. Les mots sont pesés dessus, donc voilà, chacun apporte sa vision, et puis après, elle va être challengée. Juste pour me permettre, je profite de l'audience, retenez le numéro 04 72 40 58 19. Ça fait 5 minutes qu'on l'a enclenché, donc on a créé une task force. C'est le numéro pour les commerçants pour avoir de l'aide et être accompagné par la ça va être un container d'informations, et puis nous on va collecter et aller aussi au devant des commerçants pour les accompagner dans ce qui peut être facilement réalisable. Voilà. Les associations de commerçants ont été reçues aujourd'hui par Grégory Doucet. Oui. Vous avez eu des retours? Qu'est-ce qui s'est dit? Comment s'est passée cette réunion? C'est surtout l'incompréhension. Faut se mettre à la place du commerçant, de dire pourquoi j'ai pas été aussi bien défendu que ça. Donc mais il y a des possibilités qui sont techniquement difficiles à assumer. Donc c'est justement pour rebrasser un petit peu tout le mode opératoire, pour justement ne pas avoir ce type d'événements qui se passent dans ces cas de figure. Voilà. Pour que la ville, les services de l'État, la CCI, tout le monde travaille ensemble pour les prochaines manifestations. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie volonté collective. On fait fi de toutes les divergences, de toutes les différences. Et puis c'est de dire la situation est grave par rapport aux commerçants. Ça sont les protéger et puis être mature et intelligent collectivement, ce qu'on sait faire. Voilà. Une dernière question. La situation est grave pour les commerçants. Oui. C'est ce que vous venez de dire, Philippe Valentin. Il y a quelques semaines, je recevais à votre place Thierry Fontaine, le président de l'UMI du Rhône, qui évoquait évidemment aussi ces manifestations, qui parlait des restaurateurs, mais aussi des commerces plus globalement, et qu'il disait que c'était la mort annoncée aujourd'hui des commerces en centre-ville, vu la situation. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Est-ce que nos commerçants de centre-ville sont en danger aujourd'hui? Alors je suis plutôt un battant, plutôt optimiste. C'est la caractéristique des chefs d'entreprise. La situation elle est très complexe. Je pense qu'on a des leviers, des forces dessus, et collectivement on pourra réussir. Si on est dans le jeu de la table de ping-pong, forcément l'énergie va se disperser au détriment des commerçants. Donc il y a des jeunes talentueux qui prennent des affaires dessus, et voilà, il faut se battre. Moi je suis amoureux de ma ville. Je suis lyonnais de souche, et il y en a plein qui partagent cette même empathie. Donc voilà, c'est d'être collectivement intelligent et puis d'être au rendez-vous, d'être utile au service d'eux. Merci Philippe Valentin. On va peut-être rappeler une dernière fois le numéro de téléphone pour les commerçants qui nous regardent de la CCI. Alors 04 42 70 42 58 19. 58 19. Et vous avez le site CCI Lyon Métropole, et tout sera indiqué. On va avoir dessus. toutes les infos et l'accompagnement nécessaire. Merci Philippe Valentin d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. La météo, Virginie Hilson. La météo avec les pompes à chaleur Aquarea de Panasonic. Des solutions durables pour votre confort et des économies d'énergie. Panasonic. Un temps calme en matinée attendu pour ce vendredi, avec encore quelques belles périodes ensoleillées. Ce sera un petit peu plus nuageux sur l'est de la région. Les températures le matin, le mercure affichera 13 degrés dans les rues de Lyon, 14 degrés à Vienne et 15 degrés à Bourgoin-Jallieu. Dans le courant de l'après-midi, dans l'ensemble, le temps va se déstabiliser avec des orages qui arriveront en deuxième partie d'après-midi. Des orages qui pourront se montrer localement forts, donnant de la pluie, parfois de la grêle, avec jusqu'à 25 degrés dans les rues de Lyon. C'était la météo avec les pompes à chaleur Aquarea de Panasonic. Des solutions durables pour votre confort et des économies d'énergie. Panasonic. Qui peut concurrencer la MAF? Être récompensé pour ma bonne conduite, c'est ma façon d'être. Bonus de 50% maintenu à vie sur votre assurance auto. Profitez de l'ambiance estivale. On s'occupe des tenues qui rayonnent. Des styles élégants pour se sentir parfaitement à l'aise. Découvrez nos robes d'été à partir de 19,99 €. CEA. Pour l'anniversaire de son neveu, François a trouvé le cadeau parfait qu'il a franchi en ligne. Et pour l'expédier, hop, dans sa boîte aux lettres.
Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Quand on rénove sa maison, on le fait d'abord pour soi. Mais quand on fait durer ses outils, qu'on cherche à consommer moins ou qu'on utilise des matériaux plus durables, ce qu'on fait chacun à notre niveau, ça profite à tout le monde. Parce qu'après tout, on vit tous sous le même toit. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. On se sent particulièrement bien chez vous, non? Oui, j'ai fait poser une pompe à chaleur. Pompe à chaleur Atlantique, classe énergétique A3+. Atlantique, on est bien chez vous. Maman, papa, maintenant que j'ai 12 ans, j'aimerais bien avoir une nouvelle chambre. Même si je sais très bien qu'il ne faut pas jeter. Mais plutôt donner une nouvelle vie aux meubles. Je vous aime, Anna. Tiens, mais ce serait top pour la maison, ça. On s'y sentirait encore mieux, Gunther et moi. On serait de plus en plus proches. Et on s'amuserait tellement avec tous nos amis. Jardiland, cultivez votre bien-être. La tondeuse Greenworks est à 199 €. Un soleil. Un soleil. Et là, c'est quoi? Passe-moi. Enfin, avoue que c'est toi qui lui as dit. Moi? C'est quand même pas une passoire thermique chez moi, non? Au Crédit Mutuel, nous proposons des solutions de financement adaptées à tous les budgets pour mieux isoler son logement. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Partez pour une plongée immersive dans la tombe la plus célèbre du monde de Toutankhamon. Reconstituée à l'identique dans les moindres détails. Une exploration pharaonique au cœur de l'Égypte antique. Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié. À la sucrière Lyon Confluence. C'est toi qui m'as dit que t'avais du temps, que sans moi tu pouvais. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude. Avec nous ce soir, comme d'habitude, Lionel Favreau, bonsoir. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, partenaire de l'émission. Et notre invité, Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'ONG One, présidente de France Terre d'Asile, conseillère régionale et donc ancienne ministre des droits des femmes et de l'éducation nationale notamment. Première question, est-ce qu'il est trop tard pour arrêter la colère sociale selon vous? Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard, j'ose l'espérer en tout cas, parce que moi je souhaite que les choses s'apaisent évidemment, mais qu'on a besoin maintenant vraiment d'un geste et d'un signe venant du gouvernement. Je pense que c'est pas aux manifestants qu'il faut demander de s'arrêter. Là, le sujet, c'est que c'est aller très très loin dans le déni de la démocratie, puisque c'est un gouvernement qui n'a pas voulu écouter son opposition parlementaire, dans le déni du syndicalisme, puisque c'est un gouvernement qui n'a pas voulu travailler avec les forces syndicales, et dans le déni de la rue, puisque on va être à la 12e, 13e bientôt journée de manifestation, et qu'on a l'impression que ça n'a servi à pas grand-chose, si ce n'est à faire monter l'hostilité à l'égard de ce gouvernement. Donc il y a la réforme des retraites en tant que telle, on pourrait s'en dire un mot, mais il y a plus généralement un mécontentement lié à la gouvernance du pays et au fait de ne se sentir pas écouté pour un sou. Oui, on va y revenir, parce que justement, on a vu ce 1er mai, notamment à Lyon, 6 fois plus important que l'an dernier. On reviendra quand même juste après sur les casses, mais est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il y a un élan qui s'est créé, un élan syndical notamment ? En tout cas, je pense que le mouvement syndical a donné à voir de lui une image assez exemplaire par son unité, par sa constance, par sa ténacité et par son sérieux aussi, parce qu'il faut quand même dire que on va parler en effet des casseurs, bien sûr, et on ne peut que condamner la casse. Mais le mouvement syndical en tant que tel a plutôt organisé ses manifestations dans de bonnes conditions, de bonnes tenues. Et donc, je pense que c'est un retour en force du mouvement syndical. Ce qui est très surprenant, c'est de voir à quel point le gouvernement fait la sourde oreille face à ce mouvement uni. Ne craignez-vous pas que la répétition de ces violences ne finisse par décrédibiliser le mouvement dans son ensemble ?
Mais les violences, en fait, il faut bien comprendre que ni les forces syndicales, ni les manifestants lambda eux-mêmes ne les cautionnent, ni ne les appellent encore moins de leur vœu. Ça, c'est très clair. Mais comme elles accompagnent les manifestations, elles risquent de créer une exaspération, même si on sait que ce n'est pas les forces syndicales en tant que telles. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'on a le sentiment que le gouvernement mise sur la lassitude provoquée notamment par les violences de ces casseurs. Donc vous pensez qu'après avoir joué l'usure du mouvement, il joue sa décrédibilisation par ces violences qui l'accompagnent contre la volonté des syndicats? Je le crains, et je crains que si c'est le cas, en effet, eh bien, la situation ne puisse que pourrir, parce que on est allé beaucoup trop loin. On a aujourd'hui des manifestants qui ont un nombre de griefs tellement important que je ne crois pas que simplement la lassitude ou les phénomènes, en effet, qu'on ne peut que dénoncer de casse suffisent à apaiser les manifestants ou à les détourner de la nécessité de s'opposer à ce gouvernement. Donc, en fait, il va falloir absolument une issue qui soit une issue démocratique et une issue apaisée. Donc, je ne vois que la discussion et la capacité du gouvernement à remettre en cause les points de son projet de réforme qui ne vont pas, qui puisse sortir le pays de la situation de blocage dans laquelle il est. Honnêtement, moi, vous évoquiez mes fonctions dans la vie professionnelle. Je suis donc souvent au contact des observateurs étrangers qui regardent vraiment notre pays avec perplexité en ce moment, qui se demandent dans quelle mesure est-ce que notre pays sera vraiment en capacité d'organiser les grandes manifestations auxquelles il s'est engagé dans les mois et années à venir. Qui vont arriver. Les manifestations sportives. On a un autre exemple de manifestation au mois de juin prochain, puisque le président de la République a voulu convoquer, et c'est plutôt une bonne chose a priori, un sommet pour repenser la solidarité internationale entre le Nord et le Sud, sommet auquel il a convié la plupart des présidents et des chefs d'État, des chefs de gouvernement étrangers. Donc en fait, on ne peut pas continuer à avoir un pays comme ça qui bout à ce point et s'imaginer organiser des grands événements. Donc c'est tout l'intérêt du gouvernement et du président de la République de trouver les voies de la concorde. Et hier, le Conseil constitutionnel a rejeté une nouvelle fois cette proposition de RIP, de référendum initiative partagée. Est-ce que c'est la fin de ce qu'appelait Emmanuel Macron le cheminement démocratique, ou est-ce qu'il y a une nouvelle étape, notamment du côté de ce groupe au gouvernement, l'IOP, qui a d'autres initiatives parlementaires à venir? Là, il y a deux choses qu'il va falloir regarder avec attention. Donc, le 6 juin prochain, nouvelle journée de manifestation. Ce qui démontre, une fois de plus, que l'hostilité est loin d'être retombée. Et le 8 juin, 2 jours plus tard, en effet, le groupe Lyotte va défendre au Parlement une proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Cette idée d'une proposition de loi qui abroge la réforme des retraites, elle venait de différents rangs, puisqu'elle venait aussi de la gauche. Et je pense qu'en fait, il n'y a que par la voie démocratique, la voie de discussion, de débat au Parlement, qu'on peut espérer trouver encore une fois une issue positive. On se souvient que la motion de censure, c'était joué à 9 voix près. La semaine dernière, sur ce plateau, Thomas Rudigos, qui est député Renaissance, disait que les responsabilités sur cette situation de crise sociale et démocratique, elles sont partagées. Est-ce que vous partagez justement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Non, je ne peux pas être d'accord parce que... Le seul responsable, c'est Macron, c'est le gouvernement? Alors, certes, j'ai toujours des fonctions électives, donc en région, on en parlera dans un instant, donc je suis... bien sûr engagée en politique et de façon partisane, c'est une évidence. Néanmoins, il se trouve que j'ai quand même aussi un peu pris du recul sur un plan national et donc j'observe les choses avec une forme d'objectivité que je souhaite vraiment. Et les observant ainsi, je peux vous dire qu'il y a eu 1000 occasions de rattraper le coup, d'essayer d'amender le texte de réforme des retraites, d'écouter davantage la voix du peuple, tout simplement, qu'elle s'exprime par le biais des oppositions parlementaires, des syndicats, de la rue. Et aucune de ces occasions n'a été saisie. Et au contraire, j'ai l'impression le gouvernement a voulu tendre à chaque fois l'élastique au point qu'il ne faut pas s'étonner qu'il lui revienne aujourd'hui très directement. Donc je pense vraiment qu'il n'y a que le gouvernement qui soit en capacité aujourd'hui d'apaiser les choses, qu'il entende
son opposition parlementaire, commençons par cela, qu'il saisisse le 8 juin cette proposition d'abrogation de la réforme pour en faire un vrai débat, puisque finalement il n'y a jamais eu de vote démocratique de cette réforme des retraites, compte tenu du 49-3. Donc qu'il saisisse l'occasion finalement de se repositionner avec plus de légitimité qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Mais vous y croyez à ça? Vous aviez signé une tribune justement demandant au président Macron de ne pas promulguer la loi. Aujourd'hui, c'est fait. Il y a le 8 juin, effectivement, avec le groupe Lyot. Mais est-ce que vous croyez vraiment le président capable de revenir sur tout ça? L'effet qu'il me fait, en tout cas, c'est d'être à la fois de s'être durci lui-même face aux événements et en même temps d'être dépassé par les événements. Donc le conseil que je lui donnerais, c'est pas une question de confiance ou de foi. Le conseil que je lui donnerais, moi, c'est vraiment de reprendre la maîtrise des événements. Et je ne crois pas qu'il puisse reprendre la maîtrise des événements en comptant simplement sur une lassitude liée aux casseurs ou en permettant que des conditions soient là qui provoquent toujours davantage de casse. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense aujourd'hui et d'ailleurs le président de la République sera à Lyon dans quelques jours, le message à lui adresser, c'est vraiment de reprendre l'ouvrage, de retravailler cette réforme des retraites qui clairement ne convient pas et qui ne convient pas simplement par caprice ou par saute d'humeur d'un certain nombre de Français, mais qui ne convient pas sur des raisons très objectives. On pourrait en reparler, redire que parmi les perdants de cette réforme des retraites, par exemple, il y a énormément de femmes. On pourrait dire que les personnes qu'on a applaudies le soir à 20h pendant la crise du Covid sont les premières qui vont payer les pots cassés de cette réforme des retraites. Voilà, il y a une rupture de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à un gouvernement qui souvent s'est engagé à utiliser les mots qu'il fallait, s'est fait passer pour progressiste, et puis à chaque fois qu'on entre dans les actes, eh bien, au lieu de taxer ce qu'il devrait taxer, c'est-à-dire les plus grandes fortunes ou les plus grandes entreprises pour venir financer les déficits qui sont les nôtres, eh bien, c'est toujours les plus précaires, c'est toujours les classes moyennes qui payent les pots cassés à la fin. Pour vous, il n'y a pas le en même temps promis, quoi. Oui. Non, mais ça, je pense honnêtement que c'est presque banal de faire ce constat parce que tout le monde a eu la démonstration que... Il avait annoncé une forme d'inflexion pour le second quinquennat. Oui, sauf que ce qu'on constate, c'est que c'est pire encore. Ce second quinquennat est pire que le premier. Cela étant, il est à la fois pire dans l'incapacité à écouter, mais il est aussi une suite logique du premier. Par exemple, je parlais de la rupture de confiance et du fait qu'on utilise des mots et qu'on fait le contraire. Je veux dire, quand le gouvernement essaye de calmer les esprits en disant mais attendez quand même, cette réforme de retraite, elle est importante, on va prendre en compte davantage la pénibilité qu'on ne faisait par le passé. Mais qui a oublié que pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, la première mesure qu'il a prise, ça a été de détricoter justement toutes les mesures tendant à mieux accompagner la pénibilité des métiers que nous avions adoptées quand nous étions en responsabilité. Donc s'il l'a détricoté, c'est qu'il n'y croyait pas à l'époque. D'ailleurs, il l'assumait. Il disait « je n'aime pas qu'on associe les mots travail et les mots pénibilité ». Bon, enfin, une incompréhension crasse, mais bref, donc il a détricoté ça dans le premier mandat. Pourquoi est-ce que là, il veut nous faire croire qu'il va améliorer ce texte en la matière? Et là, sur la colère sociale, justement, donc ce qu'il demande à ses membres, à ses adhérents, c'est de passer à autre chose, de parler des autres sujets, notamment des salaires bas. Est-ce que ça, c'est la solution pour apaiser? On a l'impression de revivre un peu l'après ou la fin des Gilets jaunes, où justement, il y avait la stratégie un peu du pourrissement. Il y avait eu ce grand débat, mais qui avait finalement rien donné. Est-ce que vous pensez que ça, c'est la solution? Je pense que vraiment, c'est pour ça que je disais, au-delà de la réforme des retraites, ce qui se joue en ce moment, c'est une crise démocratique, une perte de confiance dans le gouvernement, une perte de confiance dans les institutions, et c'est très grave en fait. Je ne pense pas qu'un nouveau chantier puisse être mis en route tant qu'on n'a pas réglé cette question démocratique. Donc, en fait, les conversations pourront avoir lieu. Je ne sais pas s'il compte organiser des grandes concertations, etc. Mais les gens ne lui font plus confiance pour adopter des textes qui vont dans l'intérêt du plus grand nombre, dans l'intérêt des plus faibles, des plus précaires. Donc, c'est ça le sujet. Bon, on va passer dans un instant au sujet de la région, parce qu'il y a encore aussi beaucoup à dire. On va écouter juste avant ça l'édito de la rédaction qui est préparé par Stéphanie de Silgui.
Laurent Wauquiez, président de la région et meilleur ennemi de Najat Vallaud-Belkacem. Dernier conflit en date, le dîner des sommets. La chef de file de la gauche à la région ne laisse pas passer cette réception donnée le 23 juin dernier au château de la Chaise dans le Beaujolais. 90 invités, en majorité des personnalités nationales influentes. Un couvert à plus de 100 000 euros par convive, financé en totalité par la région. Un peu plus de 100 000 euros dépensés, mais au détriment de quel poste? Un manque de transparence qui ne passe pas, car au même moment, c'est l'enveloppe dédiée à la culture qui fond comme neige au soleil. 4 millions d'euros supprimés. Plus récemment, le TNG s'est vu supprimer l'ensemble de sa subvention annuelle, 149 000 euros, après une tribune acerbe de son directeur contre le président de la région. De quoi faire bondir l'opposition et le monde de la culture vent debout contre la méthode Wauquiez. L'ancien numéro 1 des Républicains peut toutefois compter sur le soutien des jeunes agriculteurs à qui la région a promis des dotations de près de 50 000 euros par exploitant pour s'installer. 15 millions d'euros supplémentaires devraient aussi être débloqués pour compenser le désengagement de l'État. Par ailleurs, très discret sur la ligne à tenir pour la réforme des retraites, Laurent Wauquiez a fait son mea culpa, lui le défenseur de ce texte. Pas de quoi cependant d'étendre les relations avec l'une de ses principales figures d'opposition. Vous êtes l'opposante numéro 1 maintenant à Laurent Wauquiez, Najat Vallaud-Belkacem? Honnêtement, on s'en fiche. Oui, on s'en fiche. En fait, ce qui importe vraiment, c'est... Mais est-ce qu'il ne faut pas une figure quand même qui incarne cette opposition? Ce qui importe avant tout, honnêtement, avant de parler des figures, c'est que soit mis à jour la façon dont M. Wauquiez fonctionne. Et ça, d'une certaine façon, je suis assez agréablement surprise que enfin les choses sortent. Parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que la nouvelle mandature à la région a commencé. Et j'ai toujours été surprise du silence des acteurs concernés. Il y a dans cette région... Des élus d'opposition, vous voulez dire ou... Non, je parle, par exemple, là, on parlait de la culture, on pourrait parler des acteurs de la formation continue, on pourrait parler de tellement d'acteurs qui ont vraiment des associations, qui ont subi les assauts de M. Wauquiez, qui a quand même une gestion de cette région qui est très particulière et dont je voudrais vraiment que tout le monde prenne conscience que ça n'existe pas ailleurs. Parce que, vous savez, moi, je sais ce qu'on me répond parfois les observateurs me disent oui, vous parlez du clientélisme de M. Wauquiez, mais est-ce que toutes les collectivités font pas la même chose? Non, je vous assure que ce qui se pratique dans cette région, je ne l'ai jamais vu nulle part. C'est pas seulement du clientélisme, déjà c'est grave le clientélisme, c'est-à-dire le fait d'acheter des électeurs en quelque sorte en soutenant des projets qui ne sont pas forcément d'intérêt général. Il est souvent reproché de favoriser notamment les gens du Puy-en-Velay, de Haute-Loire. Oui, c'est une évidence. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes avait fait une étude qui démontrait que les subventions accordées au Puy-en-Velay était incroyablement disproportionné par rapport à d'autres territoires qui en ont besoin. Mais au-delà, par exemple, prenons un autre département, prenez l'Ardèche, vous voyez qu'à travers ce qu'on appelle les contrats territoriaux de région, ce sont à 90% des communes de droite qui sont aidées par M. Wauquiez et pas les autres. Et ça, c'est des choses que vous constatez partout. Donc le clientélisme, mais au-delà du clientélisme, c'est vraiment une forme de despotisme, vraiment. C'est-à-dire un refus absolu de la contradiction. Monsieur Wauquiez, quand il gère sa région, quand on est en assemblée plénière, c'est tout juste si l'opposition peut prendre la parole, si vous voulez, avec une brutalité insigne. Il coupe la parole, il ne laisse aucun argument, aucune construction, on va dire, intellectuelle se faire dans son hémicycle, car de toute façon, ça lui importe assez peu. Il a annoncé les mesures auparavant dans la presse en grossissant généralement le trait et en fait avec des mensonges qui sont assez grossier la plupart du temps. Il y a souvent des effets d'annonce de la part de Laurent Wauquiez. C'est pas seulement des effets d'annonce. Je ne sais pas, vous prenez par exemple le contrat de plan État-région, pour prendre quelque chose, un gros morceau, 4 milliards d'euros pour les années qui viennent, 2021-2027. Eh bien, M. Wauquiez va annoncer des montants que soi-disant la région va mettre à disposition des métropoles, etc., dans la presse, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et quand on creuse un petit peu et qu'on regarde les véritables engagements qu'il prend auprès des collectivités concernées, ça va être 3 fois moins. Il y a des maires qui l'ont dénoncé, d'ailleurs. Le maire de Givors récemment, Mohamed Boujaba, qui a dénoncé cette pratique. Et ce qu'il a dénoncé,
le maire de Givors, c'est même pas seulement la différence entre ce qui était annoncé dans la presse et le véritable engagement envers sa commune. C'est le fait que entre l'engagement envers sa commune et ensuite ce qui est véritablement versé, là, on a un montant qui tombe encore. En gros, on avait fait le calcul au groupe que je dirige, socialistes, écologistes et démocrates à la région, c'est que en gros, il annonce 3 € dans la presse, il s'engage en réalité à 1 € et il verse véritablement 30 centimes d'euros. Et du coup, quand la vice-présidente Stéphanie Pernot-Bonneau dit qu'ils aident X%, 93 ou 95% des communes, vous pensez que c'est des chiffres qui sont truqués ? Je pense qu'ils sont grossis. Enfin, je veux dire, vraiment, j'incite les observateurs à chaque fois à aller contrôler les véritables engagements pris auprès des communes, mais surtout le versement. Vous avez évoqué le maire de Givors. On pourrait parler aussi des présidents de métropole, Saint-Étienne, par exemple. Sur la culture l'an dernier, oui. Oui, Saint-Étienne a établi qu'il lui manquait sur le contrat de plan État-région qui vient de se terminer, le 2015-2021, il a établi que par rapport aux engagements qui avaient été pris par Laurent Wauquiez, il lui manquait en réalité 25 millions d'euros. Il y a 25 millions d'euros qui auraient dû lui être versés qui ne l'ont pas été. Donc en fait, tout ça est mensonge, tout ça est enfumage. Et ça, c'est pour la communication. J'en reviens maintenant à la gouvernance et à la façon de gérer son territoire. Juste une petite question, parce que vous avez adressé un courrier, donc la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, à Laurent Wauquiez, un courrier très offensif où vous l'exhortez à faire preuve de transparence. Et il y a un sujet quand même, notamment que nos confrères de Médiacité tentent d'obtenir depuis des mois, c'est les notes de frais. Rien n'y fait, comment vous l'expliquez ça ? Ils ont transmis trois lignes. Un sentiment d'impunité. Un sentiment d'impunité parce que cette affaire de transparence des notes de frais, il y a plusieurs collectivités dans lesquelles ça s'est posé. Je pense que vous l'avez vu, évidemment. Par exemple, Paris l'Île-de-France et d'autres. Donc, à chaque fois, les élus finissent par faire la transparence qui leur est imposée d'une certaine façon. Et c'est normal. Mais ça révèle quelque chose de ne pas transmettre ces notes de frais, disons, dans le détail. Un sentiment d'impunité. Exactement de la même façon qu'au lendemain du scandale autour du dîner des sommets qui était évoqué tout à l'heure, on n'a jamais eu d'explication de M. Wauquiez. Enfin, vous vous rendez compte que c'est pas toujours aujourd'hui, parce que vous êtes revenu à la charge à plusieurs reprises, vous n'avez pas obtenu ces informations. Absolument. De lui avoir écrit à lui, d'avoir écrit aux autorités administratives compétentes. Mais en fait, M. Wauquiez se sent absolument en sécurité. Et quand lui réagit en dénonçant à un moment donné un problème sur une formation d'un élu écologiste ou vos notes de frais, vous pensez que c'est des contre-feux? Comment vous réagissez? Vous avez donné des éléments vous aussi. Comment ça se passe? Il est passé maître dans l'art du contre-feu, en effet, et dans l'art de manière générale du détournement qui lui permet de la diversion, qui lui permet de ne jamais répondre fondamentalement aux questions. Mais il y a quand même une chose qui est, je trouve, très intéressante ces derniers jours, c'est ce qu'évoquait votre reporter tout à l'heure, c'est la question de la culture. Et on va y venir. Par exemple, sur vos notes de frais, vous êtes vous-même expliqué? Vous pensez qu'il n'y a rien à dire? Mais il n'y a absolument rien à dire. Moi, je n'ai pas de note de frais, soyons clairs. Ce dont parle M. Wauquiez, c'est du droit à formation des élus. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de remettre en question et en cause le droit à formation des élus qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Tout élu a droit à ça. Et donc, en fait, si vous voulez, il espère simplement qu'en racontant n'importe quoi, on finisse par oublier. Sauf que nous, on n'oublie pas. Il y a une constante dans les groupes d'opposition de gauche à la région, et d'ailleurs, on travaille de mieux en mieux ensemble. On en parlera peut-être tout à l'heure autour de la mission lycée. C'est que, en fait, on a décidé de ne rien oublier, de constituer, une espèce d'archivage de tous les mensonges, de tous les des engagements non respectés, et puis aussi de toutes les absences de transparence auxquelles M. Wauquiez refuse de donner une réponse. Et sur le fond, comment vous expliquez qu'on soit arrivé à une telle ambiance dans ce conseil régional, parce qu'il n'y a pas tellement de collectivités locales où on soit arrivé à ce niveau de tension entre opposition et... Alors, franchement, c'est une très bonne question. Et encore une fois, permettez-moi vraiment d'y répondre, pas simplement comme conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand même, je veux dire, j'ai été élue dans différentes collectivités locales. Ça fait un certain temps que je regarde le fonctionnement des collectivités. Ce qui explique les tensions, le niveau de tension aujourd'hui à la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que M. Wauquiez, en fait, n'agit pas pour l'intérêt général.
C'est tellement une évidence. Il agit, pour son compte, pour son image, pour préparer sa future échéance présidentielle, croit-il. Je crois que ça y est, il peut tirer un trait parce que là, on vient d'apercevoir une dimension de lui, encore une fois, avec l'affaire de la culture sur laquelle je voudrais revenir, qui normalement devrait être rédhibitoire pour tout un chacun. Mais simplement, ce qui explique ce niveau de tension, c'est que jamais on a le sentiment qu'il agit pour l'intérêt général. On a le sentiment qu'il utilise le budget de la région comme une cagnotte personnelle qu'il va distribuer en fonction de ses humeurs. Alors justement, sur la culture, pour en parler, donc on le disait, le TNG de Lyon qui s'est vu donc sucrer 149 000 € son aide annuelle, sa subvention, après donc une tribune de son directeur, c'est quoi? C'est clairement politique de la part de Laurent Wauquiez de retirer l'entièreté de la subvention. Il faut vous rendre compte de la gravité quand même des faits. Moi, vraiment, j'ose espérer que les réactions vont être à la hauteur parce qu'en fait, on ne peut absolument pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'un directeur d'institution culturelle, mais il n'est pas simplement directeur du TNG, Joris Mathieu, il parle aussi au nom du Syndéac. Donc un syndicaliste, et faites le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur la rupture de confiance, le fait que les syndicats, etc. Qu'un syndicaliste qui s'exprime en tant que tel pour mettre à jour une situation qu'on a tous relevée, et je suis sûre que vous l'avez relevée aussi, qui est en effet un sentiment de terreur, quoi. C'est-à-dire que les acteurs culturels, en fait, ils se font laminer régulièrement. Il y a quelques mois de cela, M. Wauquiez avait décidé d'un trait de plume, de leur retirer 4 millions d'euros. On se souvient de nombreuses manifestations. Sans sommation, sans explication, en prétendant, en annonçant bien sûr qu'il s'agissait de retirer... L'explication qui est donnée, c'est de rééquilibrer un territoire ruraux. Au territoire du coup, quand urbain, vous voyez Musilac, par exemple, qui récupère une subvention plus importante, vous ne pensez pas que c'est là le rééquilibrage? Non, parce qu'en fait, ce qu'il avait dit, c'est qu'il allait mailler mieux les territoires ruraux, sauf qu'il y a des festivals dans les territoires ruraux qui ont perdu aussi leurs subventions. Donc, en fait, si vous voulez, le problème, c'est là dans ce rééquilibrage aussi. Tout est politique, évidemment, tout est politique, tout est arbitraire sans aucun critère objectif. Enfin, franchement, moi j'ai été vice-présidente en charge de la culture à la région anciennement appelée Rhône-Alpes. Pardon, mais on ne donnait pas des subventions comme ça en se levant le matin, en se disant « Ah tiens, je l'aime bien, lui il a une bonne tête, puis il a dit du bien de moi ou il n'a pas dit du mal de moi ». Non, il y avait des critères d'accompagnement des publics, de maillage d'un territoire, donc, etc. Quand Joris Mathieu, donc le directeur du TNG, parle d'exercice intimidant et brutal du pouvoir, c'est les termes que vous reprenez. Absolument vrai. Moi, vraiment, c'est exactement ça. Je l'ai trouvé courageux. Encore une fois, en même temps, il est dans une position de syndicaliste, donc c'est aussi à ça que doivent servir les syndicats, à se faire porte-parole du reste des acteurs culturels. Et la réaction de la région, de l'exécutif régional, de lui supprimer complètement sa subvention, mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a plus d'indépendance de la culture. Pardon, je m'adresse à des représentants de la presse. L'indépendance de la culture, c'est un peu comme l'indépendance de la presse. C'est très important de la garantir, de se dire qu'on a une liberté de création, on a une liberté de parler, on a une liberté de s'exprimer. Donc là, ça veut dire que si on parle sur Laurent Wauquiez, on risque, c'est ça que vous dites? Oui, bien sûr, évidemment. Parce qu'on parle quand même d'un monsieur qui se prétend accéder aux plus hautes fonctions demain. Donc ça donnerait quoi, quelqu'un comme ça, président de la République, avec des pouvoirs encore plus importants? À chaque fois qu'un acteur, quel qu'il soit, dirait quelque chose qui le mécontente, il se verrait